vieillissant, le corps est moins performant et le cerveau aussi, on peut finir par perdre ses capacités. C'est ce qui semble arriver aux parents de Louise de Belleuil. Bonjour les docteurs, mes parents vieillissent et je me demande comment réagir face à leur perte de mémoire quotidienne. Merci Louise, avec nous un interniste gériatre à l'Institut de gériatrie de Montréal et au CHUM, le docteur Fadi Massoud. Bonjour Fadi. Fadi, perdre sa mémoire, là, ça doit causer beaucoup de détresse à la fois pour les gens et pour leur famille et leur entourage. Effectivement, ça cause beaucoup de détresse parce que les gens qui perdent des capacités cognitives pensent en premier lieu aux causes les plus sérieuses de ce symptôme-là, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer. Ouais. Et quand on pense à la maladie d'Alzheimer, on pense à la perte d'autonomie, à la perte de contrôle de soi, à l'augmentation de la dépendance des autres, et c'est une source de détresse importante. Qu'est-ce qui fait qu'on va perdre nos capacités cognitives en vieillissant? Il y a plusieurs raisons. Le vieillissement normal est accompagné par des changements au niveau des fonctions cognitives, ce qu'on appelle des oublis bénins ou des petits blancs de mémoire. Il arrive à tout le monde à l'occasion d'oublier où ils ont stationné leur véhicule. Même plus jeune, en fait. Plus jeune, effectivement, ou de perdre un objet puis de le retrouver plus tard, de ne pas se souvenir du nom d'une personne qu'on n'a pas vue depuis un certain temps. Ouais. Règle générale, ces symptômes-là sont relativement légers, ils sont stables, donc ils ne progressent pas avec le temps et surtout, ils n'ont pas de répercussions sur le quotidien chez un individu donné. Il y a des médicaments que les personnes âgées prennent qui peuvent avoir comme effet secondaire des répercussions au niveau des fonctions cognitives. Donc n'importe quel médicament qui agit au niveau du système nerveux central, les somnifères, les médicaments contre la douleur, contre la dépression, peuvent avoir des effets secondaires au niveau cognitif. Et finalement, il y a des maladies propres de la mémoire, comme la maladie d'Alzheimer et les autres maladies dans la même famille. Louise nous demande comment elle devrait agir face à ses parents par rapport à ses troubles de mémoire. Quand consulter, quand s'inquiéter? Quand les pertes cognitives sont quotidiennes, quand elles progressent avec le temps et quand elles ont des répercussions sur l'autonomie d'un individu, c'est là qu'on devrait s'inquiéter et que ça mérite une évaluation médicale en bonne et due forme. Et qu'est-ce qu'on fait pendant cette évaluation-là? Est-ce qu'il y a des prises de sang ou c'est surtout dans le questionnaire? C'est surtout un questionnaire. En fait, c'est principalement un questionnaire minutieux où le médecin va poser des questions sur les fonctions cognitives qui sont perdues. Est-ce que c'est le langage, la mémoire, l'orientation, le jugement? Il va poser beaucoup de questions sur la chronologie aussi. Est-ce que ça a débuté de façon insidieuse, de façon brutale? Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça se détériore? Il va poser beaucoup de questions sur les répercussions au quotidien de ces pertes cognitives-là. J'imagine que ces examens-là étant faits à différents moments, on peut voir l'évolution aussi. Tout à fait. On utilise en clinique des tests de dépistage cognitif qu'on appelle, qui sont des outils standardisés papier-crayon, où on va poser des questions pour faire un survol des fonctions cognitives. Ce n'est pas des tests diagnostiques, mais ils permettent de faire un petit survol et par la suite de faire un suivi de ces fonctions-là. Parce qu'une fois que le diagnostic est posé, après ça, les étapes seront lesquelles? Ça dépend du stade auquel la maladie est diagnostiquée. Heureusement, de nos jours, dans la majorité des cas, la maladie d'Alzheimer est diagnostiquée dans ces phases relativement précoces. Alors, au début de l'évolution, on va commencer par proposer une série de recommandations pratiques aux patients et leurs proches aidants. Par exemple, on va les référer aux ressources communautaires qui sont susceptibles de les aider, de les orienter, de les soutenir, comme la Société Alzheimer, le CLSC. On va s'attarder beaucoup sur la sécurité des personnes, surtout les personnes qui demeurent seules à domicile. Alors, on va poser des questions pour être sûr que leurs pertes cognitives n'ont pas des répercussions sur cette sécurité-là. La conduite automobile, c'est un sujet qui est très important. Pour évaluer la capacité. Tout à fait. Chez une personne qui conduit, qui a des troubles cognitifs, qui désire continuer à conduire, il faut évaluer la conduite automobile de façon formelle pour s'assurer qu'elle est encore en mesure de le faire de façon sécuritaire. Maintenant, est-ce qu'il y a des signaux d'alarme que la personne doit surveiller pour son entourage, par exemple, pour ses parents? Les pertes de mémoire qui deviennent de plus en plus sévères, de plus en plus fréquentes, qui nuisent aux activités quotidiennes, ça c'est un signal d'alarme qui est très important. Ouais. Des changements au niveau du langage, parfois en début de maladie, ça peut être juste de la difficulté à trouver les bons mots à dire, ce qu'on appelle le manque du mot, mais éventuellement de la substitution de mots ou bien de la difficulté à s'exprimer tout simplement, la désorientation dans le temps, dans l'espace, difficulté à reconnaître certaines personnes dans l'entourage. Quand il commence à y avoir des répercussions dans les tâches relativement simples du quotidien, préparer à manger, gérer ses médicaments, gérer ses finances, ça aussi c'est un élément inquiétant. Mais il faut agir. Il faut agir. Bon, c'est des bons conseils, je pense que ça va rassurer beaucoup de monde. Il faut consulter dans ces cas. Merci beaucoup, Fadi. Merci pour les informations.
On va revenir aux 5 sens. On a parlé de la vue tout à l'heure. On va se concentrer maintenant sur le goût, hein, et la situation que vit Marie-Ève est probablement déjà arrivée à un petit peu tout le monde. Bonjour les docteurs. Pourquoi est-ce que quand je suis grippée, je goûte plus rien? J'ai l'impression que tout goûte bad. Oui, c'est vrai ça. Ça arrive à tout le monde. Oui. Avoir un gros rhume comme ça, c'est pas très rigolo. Je compatis. Nous non plus, on n'aime pas ça, les rhumes, parce que quand on a le rhume, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une congestion nasale et le problème, c'est que une grande partie du goût des aliments vient de notre olfaction, donc de notre nez. Olfaction, donc l'odorat. Notre nez va reconnaître 20 000, en fait, saveurs. 20 000? Ah oui? Parce qu'il y a des... En fait, il y a des terminaisons nerveuses au niveau de notre nez qui vont faire en sorte qu'on va être capable de sentir les aliments. Donc, une grande partie du goût qui va venir de là. Donc, on a besoin de tout. Hein? On a besoin de notre langue, on a besoin de nos dents, on a besoin de mastiquer. Et c'est ça, c'est le tout, en fait, qui va faire qu'on goûte les aliments. Donc, c'est complexe, le goût, là. C'est très complexe. D'ailleurs, on va s'amuser un petit peu. Et puis, Chantal, la courageuse, se porte volontaire. C'est quand même bon choix, mais... Alors, tu vas d'abord goûter juste une petite gorgée de chacun. Des thés, on en a un à la menthe, un à l'orange, un à la vanille. Il est froid, hein, c'est ça, oui. C'est à la menthe. À la menthe, à l'orange et à la vanille. Après ça, on va t'enlever 2 sens. En fait, la vue et l'olfaction. Donc j'en ai un test, mais... Oui. Tu as déjà fait de la marche synchronisée, Chantal? Non, je serais pas bonne. J'aime pas ça du tout, la sensation du pincelet. Et les yeux. Et voilà. Okay. Et puis là, on va t'en donner un au hasard. Dans le même ordre? Oui, et tu essayes de les deviner. Ben, pas dans le même ordre, non, parce qu'on ne voudrait juste pas... hein? Mais essaye de deviner au fur et à mesure. Ben ça, j'ai l'impression que c'est l'orange. Celui à l'orange. Est-ce que c'est sucré, t'as dit tantôt? Oui, c'est ça. J'ai l'impression que sur ma langue, ça va être quoi? C'est sûr que oui, sur la langue, on a des papilles gustatives qui goûtent certaines choses déjà sans avoir besoin nécessairement du nez. Ben lui, je le sens du coup sucré aussi, fait que je dirais la vanille. Et lui, je dirais que c'est la menthe. Ben, hein? Ça, c'est bon. Ouais, je dirais que c'est la menthe. Mais t'es très bonne! Ah oui, j'ai réussi. C'est moins évident, mais ça goûte rien. Ça goûte rien. Ça goûte vraiment rien. C'est impressionnant comment les goûts au départ sont vraiment sentis, comme tu le disais. Mais par la suite, c'est l'impression sur la langue que c'est au même endroit que la stimulation se fait, mais les 3 goûts sont à peu près similaires. Exactement. C'est vraiment complètement différent. Oui, exactement. Mais je me pratique tu goûtes très très bien avec le nez, on goûte très bien. Évidemment, quand on a un gros rhume, quand on prend certains médicaments, quand on a des sinusites, quand on a des allergies, mais à ce moment-là, c'est toutes des conditions qui peuvent faire en sorte qu'on goûte un petit peu moins bien. Parce que dans son cas, il a pu avoir l'odeur qui est passée par en arrière. Elle n'est pas congestionnée. Oui, donc, il y a peut-être une partie qui s'est rendue jusqu'à l'olfaction. C'est pas agréable de... C'est un mot, Chantal. Donc, la marche synchronisée, c'est pas pour toi? Non. Il doit boire du thé dans l'eau de tout le reste. Oui. Tout le reste, ça va. Okay. Pas la marche. C'est correct. Au retour, ben, des règles simples pour éviter les ITSS. Après la pause. Il y a énormément d'augmentation de cas de chlamydia, gonorrhée et syphilis dans les dernières années, malgré les campagnes pour sensibiliser les gens. Et plus tard... À 50 ans, mais c'est l'affaissement un petit peu des tissus, donc de la bouche comme ça, et même de la pointe du nez qui va apparaître, et le petit double menton qui commence à apparaître comme ça. Il donne une certaine apparence.